Bonjour à tous, je suis Alexandre Grandfort, je suis chercheur à l'INRIA. Qui connaît l'INRIA dans la salle? Wow, ok. Donc c'est pas l'INRA, hein, on fait plutôt de l'informatique et des maths. C'est pas pareil que l'INRA, c'est l'erreur classique. Et accessoirement, j'étais prof pendant 5 ans à Télécom Paris sur des sujets qui touchent à l'apprentissage statistique. Comme vous l'avez pu voir dans le titre français traduit de ce talk, qui s'appelle, dans sa version initiale, From Zero to Hero. Donc j'ai mis tous les supports, donc essentiellement les slides et le notebook interactif que je vais utiliser après pour faire une petite démo. Vous pouvez aller là-dessus, vous récupérez le PDF des slides et vous avez aussi le petit notebook que vous pouvez runner si vous avez un environnement opérationnel déjà sur votre machine. Ok, donc le but pour moi, c'est de vous présenter un peu ce que c'est que cette librairie qui s'appelle Scikit-learn. Donc c'est une librairie qui a été créée en 2010 par quelques personnes, dont moi à l'INRIA, et qui a notamment pas mal de contributeurs, comme on va le voir. Et c'est quelque chose qui est utilisable, qui est utilisé en Python. Il y a pratiquement que du code Python et quelques codes compilés qui sont par derrière. Donc avant de commencer par vous montrer tout ça, j'aimerais juste essayer de démystifier un peu ce que c'est que le machine learning et l'IA en général et voir quelle est la subtile différence entre les deux. Donc pour faire ça, une idée très, très basique, on va mettre à gauche ce qu'on appelle le AI, aujourd'hui dans la presse et je ne sais où. Donc l'intelligence artificielle, donc l'idée c'est de faire des machines qui sont capables de faire mieux que les hommes sur certaines tâches. Et puis, il y a tout ce qui est, data analytics, predictive modeling, qui est une autre version qui est souvent confondue avec l'AI, donc ce que vous avez dans la recommandation de films ou la maintenance prédictive que nos industriels aiment tant aujourd'hui. Donc, il y a deux façons de faire de l'AI. Il y a quelque chose qui existe depuis très longtemps, à base de raisonnement symbolique, par exemple, et il y a une autre partie qui est à droite, qu'on appelle le machine learning, ou en français, l'apprentissage statistique. Et puis dans tout ça, il y a quelque chose qu'on appelle le deep learning, c'est une façon de faire du machine learning. Donc si à la fin de cette slide, on peut arrêter de mélanger deep learning, machine learning et AI, j'ai gagné la bataille. Donc le machine learning, c'est quoi? C'est expliquer à une machine comment faire une tâche en lui donnant plein d'exemples. Donc on va donner des centaines, des milliers, et plus on a de données, a priori mieux c'est. Des exemples à notre algorithme qui va essayer de comprendre la structure des données, inférer les paramètres qui vont servir, par exemple, à prédire sur des nouveaux exemples. Et encore une fois, le machine learning, on en entend beaucoup parler aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est une approche extrêmement puissante pour faire des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, notamment, Google utilise maintenant de l'AI sur la traduction automatique, sur des choses qui sont sur du NLP ou du traitement automatique de la langue. Ce n'était pas le cas historiquement, mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment l'état de l'art sur plein de tâches qui sont dans notre quotidien. Donc, Scikit-learn, en quelques mots, donc, si vous allez sur le site web, ça s'appelle scikit-learn.org, c'est le point d'entrée pour essayer de comprendre ce que c'est que le machine learning. Donc, c'est plus de 1000 pages de documentation si vous l'imprimer, et sur différents thèmes qu'on va essayer de survoler finalement dans cette présentation, qui vont de la classification, la régression, le clustering, qu'on appelle en français aussi classification non supervisée, la réduction de dimensions. Et un aspect qui est aussi fondamental, c'est comment est-ce qu'on apprend, comment on estime les paramètres de nos modèles, ce qu'on appelle la sélection de modèles. Et puis quelque chose qui finalement occupe 90% de la vie d'un data scientist, voire 99,9%, c'est-à-dire préparer ses données, faire ses pré-processing et les nettoyer. Donc en quelques mots, c'est un projet qui est né en fait en 2006, mais qui a vraiment décollé à partir de 2010. Il y a plus de 1000 personnes qui ont codé dans Scikit-learn. Ça représente, donc c'est le deuxième projet qui est le plus watché sur GitHub sur le thème du machine learning, derrière un petit projet qui s'appelle TensorFlow, qui est un tout petit peu financé par une boîte qui s'appelle Google. Et qui est financé essentiellement avec de l'argent public français, à travers l'INRIA ou Télécom Paris, et un petit peu d'argent qui vient du privé, un peu à travers Google avec les Google Summer of Code, Criteo qui nous héberge tous les ans pour faire un sprint, une nouvelle initiative nationale qui s'appelle Francis AI qui nous a aussi donné un peu d'argent l'année dernière, et puis aux États-Unis des fondations comme la fondation Sloan qui a donné beaucoup d'argent à NYU pour développer la data science,
et puis un des plus gros contributeurs actuels qui travaille à l'Université de Sydney. Donc c'est un projet qui est finalement massivement drivé par des labos de recherche académiques, du moins en termes de réalisation. C'est un projet qui est utilisé par pas mal de boîtes que vous connaissez. Donc ça, c'est les boîtes qui ont accepté de témoigner sur le fait qu'ils utilisent scikit-learn. Donc il y en a que vous connaissez par exemple, comme Spotify, Booking, Airbnb, Evernote. Donc ça, c'est des boîtes qui vont utiliser dans leur techno, en prod, scikit-learn. Ok, encore quelques chiffres. Donc on estime à peu près, en regardant juste les visiteurs qui ont plusieurs visites dans un mois, à peu près 400 000 utilisateurs réguliers sur le projet. Ok, donc on commence à rentrer un peu dans le dur. Donc l'idée, c'est de faire une conférence tech. On m'a dit de faire des choses un peu techniques. On va vous montrer un peu de code. Avant de faire ça, il y a deux visions, il y a deux façons de faire du machine learning. Il y en a peut-être, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dire une version simplifiée, c'est de dire il y a d'un côté ce qu'on va appeler l'apprentissage supervisé, supervised learning, ce que vous avez ici, qui va englober des tâches de régression, de classification, de ranking, et une approche qui est non supervisée, qui est par exemple le clustering, la réduction de dimensions ou la détection d'anomalies. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, par exemple un des buts du jeu dans la vraie vie, c'est de dire à partir du problème business que j'ai, dans quel cas je tombe, est-ce que j'ai un problème supervisé non supervisé, est-ce que je suis en régression en classif, et à partir de là je peux dérouler des algos qui correspondent à ces tâches-là en comprenant les trade-offs de mémoire computationnelle, leur façon de gérer certains types d'inputs plus ou moins structurés. Et voilà, c'est un peu le jeu du data scientist de trouver l'endroit de la case et trouver le bon algo en comprenant ce qui se passe dedans. Ok, donc je commence avec l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est classiquement un problème de prédiction. Donc pour comprendre ça, je vous donne un exemple. Donc j'essaie de vous transformer en algo de machine learning. Je vous donne plein d'exemples et normalement à la fin vous aurez inféré ce que c'était que le machine learning. Donc là, le but du jeu, c'est on a une base de données. Chaque ligne, c'est une observation. Donc c'est des appartements, des biens immobiliers, des maisons, des duplex, qui sont décrits par des variables. Donc les variables, c'est les colonnes. Donc par exemple, le type de bien immobilier, le nombre de chambres, la surface en mètres carrés, est-ce que c'est près ou non d'une variable, d'un transport public. Donc ça, c'est des choses qui vont être codées soit par des chiffres, soit par des strings, soit par des booléens. Ça, c'est des variables descriptives, parce que les statisticiens, ils appellent des variables exogènes. Ils aiment bien inventer des gros mots. Et le but du jeu, ça va être de prédire le prix du bien immobilier. Et donc ça, c'est la colonne de droite, c'est la variable qu'on va essayer de prédire. Donc dans le jargon, les lignes, on appelle ça des échantillons ou des samples en anglais, des samples. Et les colonnes, on appelle ça des features. Et ce qu'on essaie de prédire, c'est une target. Et une fois qu'on a cette base de données, donc de train, que j'ai marqué ici, on récupère des lignes en plus dans notre base de données. Et donc là, on est bien embêté parce qu'il nous manque ces valeurs-là. Et le but du jeu, ça va être de prédire les points d'interrogation en ayant appris sur toute cette partie de données, en ayant à notre disposition ces variables pour des nouveaux biens immobiliers. Okay, donc ça, c'est vraiment le paradigme de l'apprentissage supervisé. J'apprends sur une base de données, sur des nouveaux points sur lesquels il me manque la target, j'essaie de la prédire. Ok, donc c'est ce qu'on va appeler, donc j'ai introduit ce que les gens appellent X et Y dans l'apprentissage supervisé. Les X, c'est les variables exogènes, les trucs qui servent à décrire les échantillons. Y, c'est ce qu'on essaie de prédire. Et on a une partie qui sont les données de train, les données d'apprentissage. On a une partie qui sont les données de test. Et ce qu'on essaie de prédire, c'est un Y-pred qui, si possible, ressemble au Y-test. Ok, un peu de code. En termes de workflow, comment ça se passe ? On a deux données de train qui sont en haut à gauche, ici en orange. On va les donner à manger à notre modèle. Et ce que vous avez ici à droite, c'est un exemple de modèle en scikit-learn qui s'appelle une régression logistique. Une méthode assez classique qui existe depuis très très longtemps pour faire de la classification. Donc là, j'ai une classe qui s'appelle logistique régression, qui a un paramètre qui est C. Donc logistique régression C égale 1. Ça me donne une instance de l'objet régression logistique qui s'appelle modèle. Et ce modèle, je vais pouvoir le fitter. Donc, pardonnez l'anglicisme, je vais pouvoir estimer ces paramètres à partir de la base de données de train. Donc, je vais faire modèle.fit de xtrain, ytrain. Et là, j'ai fait de l'AI, j'ai appris un modèle de prédiction. Donc, ce modèle, par exemple, après, vous pouvez le sérialiser, le mettre derrière un web service ou vous le mettez un petit peu comme vous voulez.
Et qu'est-ce que ce modèle sait faire? Ce modèle, il sait prédire. Donc, si l'API a été à peu près bien conçue, on fit, et pour prédire, on appelle ça predict. Et donc, on fait modèle.predict de xtest. Donc, ça, c'est mes données de test, mes variables exogènes de test. Et j'essaye de prédire, du coup, un ypred. Et si mon job est assez bien fait, ce que j'espère, donc mes données ne sont pas trop pourries et que la tâche n'est pas trop compliquée, eh ben, je vais avoir un ypred, qui est, si possible, le plus proche possible de ytest. C'est cette phase d'évaluation qui va vous permettre, par exemple, d'estimer les paramètres et qui va vous permettre finalement de reporter à quel point est-ce que votre tâche d'apprentissage supervisé est faisable et dans quelle manière est-ce que c'est bien. Donc si je résume, modèle.fit, modèle.predict, et là c'est la phase de scoring. Bon, accessoirement j'aurais pu faire modèle.score comme on le voit. On va le voir. Donc si j'essaie de mettre tout ça ensemble, ça c'est un exemple qui fait une petite quinzaine de lignes où je vais loader un dataset qu'on va utiliser après dans la démo. C'est un dataset qui sont des images de chiffres manuscrits entre 0 et 9. Donc là, je vais loader mes digits. Donc mes échantillons, c'est le nombre de lignes. Donc c'est la len de digits.image. Chaque image, je vais pouvoir la formater sous forme de lignes, échantillons, colonnes qui sont mes features. Donc mes images, ici, on va le voir après, elles ont 64 pixels. C'est des images 8 par 8. Donc j'ai 64 colonnes. Donc mon X, il a 64 colonnes qui sont les variables de mes pixels, les valeurs de mes pixels. Après, je vais instancier un modèle. Donc là, je vais prendre un SVC. SVC, c'est un petit nom pour dire Support Vector Classifier. C'est une machine à vecteur de support en français pour faire une tasse de classif. Donc j'instancie mon classifieur et après, je vais faire classifier.fit. Donc je vais fitter mon classifieur. Ici, je vais prendre la première moitié de la base de données. Donc je vais du début jusqu'à nsamps divisé par 2. Pareil pour les targets. Et puis après, j'ai une phase, je vais pouvoir valider, regarder à quel point est-ce que ma perf n'est pas trop mauvaise. Donc pour chaque image dans la base de test, donc là je pars de nsamp sur 2 jusqu'à la fin, et je vais faire un petit plot, donc je fais un imshow qui me montre l'image de la base de test et finalement la prédiction. Donc on voit par exemple que ici c'est un 9, il a bien prédit 9, là c'est un 8, il a bien prédit 8, là il s'est planté, et là il s'est planté. Okay. Donc c'est pour vous montrer qu'en gros finalement, une des forces de scikit-learn, c'est de faire des choses en très peu de lignes, je dirais que quelque part, la vision de scikit-learn, quand nous on l'a créé, c'était de se dire on va essayer de démocratiser tous ces algos qui existent peut-être à droite, à gauche, qui ne sont pas suffisamment bien implémentés, pas suffisamment documentés, qui sont réservés à des gens qui ont une thèse en stats. Et on va essayer de le faire pour que finalement, en comprenant un minimum, on soit capable d'utiliser ces technos-là sur plein de problèmes. Et la preuve est, vu le nombre de users et l'impact qu'on a à la fois dans le monde académique et dans l'industrie, que ce pari a plus ou moins marché. On a plein de gens qui nous utilisent sans être des experts en ML. Donc, si je résume, l'apprentissage supervisé, donc je vais importer mon modèle. Mon modèle, il a des paramètres. Donc, pour les gens qui ont fait un peu de statistiques, en fait, ce qu'on appelle paramètres, c'est les hyperparamètres du modèle. Donc, c'est les choses qui sont données par le user, qui, par exemple, va falloir optimiser. En termes d'API, si j'ai un param qui s'appelle par exemple param2, qui a une valeur qui est auto, donc auto, il y a plein de modèles qui ont justement cette notion de auto. Auto, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait plein de benchmarks pour vous, de façon à ce que le paramètre, en fonction des données que vous lui donnez, il va sélectionner quel est le bon trade-off sur le param2. Ça peut être le choix de l'algo d'optimisation, ça peut être le choix de la structure de données. Si vous avez beaucoup de lignes, si vous travaillez avec 1 million de points ou 300, vous n'avez pas les mêmes trade-offs computationnels. Et donc, on essaye de switcher par derrière sur les bons trade-offs. Et un peu, c'est le travail qu'on a fait en amont qui vous permet d'avoir un peu le meilleur de ce qu'on peut faire sans comprendre comment est-ce que les bits ont été coupés en 4 derrière. Ok, donc mon modèle.fit ici, mon modèle.predict, ça me donne mon ypred. Et je peux aussi faire directement, par exemple, modèle.score de xtest et ytest. Et selon le modèle, lui, il sait que pour scorer de la classification, on va regarder de l'accuracy. Si on veut scorer quelque chose qui est de la régression, on va utiliser, par exemple, des erreurs quadratiques ou je ne sais quoi. Ok.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais du non supervisé? Le non supervisé, c'est la même chose, sauf que c'est pas tout à fait pareil, j'ai plus la colonne de droite. Okay. Donc c'est l'exemple classique. En gros, n'importe quel dataset peut se donner à manger à un problème d'apprentissage non supervisé. C'est typiquement le cas où vous avez oublié de stocker une variable, où il n'y a jamais personne qui a passé du temps à étiqueter vos données. Donc si personne n'avait vu les digits en disant bah, ça c'est un 4, ça c'est un 5, on se retrouvait dans un cas non supervisé. On a toutes nos images, on ne sait pas du tout quoi correspond à quel digit, et on essaie quand même de comprendre quelque chose. Donc ça peut être la structure des données, ou on va voir d'autres cas d'application. Ok, donc en résumé, on n'a qu'un X, on n'a plus de Y. Voilà, donc qu'est-ce que ça change ça en pratique? Eh bien, pas grand-chose. Il y a juste un truc qui a changé par rapport à la slide d'avant, c'est qu'au lieu de faire point fit de XY, ben, j'ai fait point fit de X, parce que j'ai pas de Y, tout simplement. Et ben, finalement, vu que j'ai pas de label, okay, j'ai pas de Y à prédire, ben, j'ai pas de predict. Donc par exemple, qu'est-ce que permet de faire l'apprentissage non supervisé? Ça permet de transformer des données, ça permet de par exemple, de réduire la dimension. Les algos de clustering sont des exemples d'apprentissage non supervisé. De la détection d'anomalies, ça rentre aussi dans ce cadre-là, où vous avez votre soupe de données, où vous allez comprendre des choses qui sont anormales. Voilà, donc fit, transform, avec ces deux mots-clés, vous avez deux méthodes et vous avez plein de modèles qui permettent d'implémenter, qui implémentent ces méthodes-là. Donc ces modèles-là, j'en ai pris quelques-uns, peut-être les plus utilisés. Donc à gauche sur le non supervisé, vous avez plein d'acronymes sexy comme les random forest ou les support vector machine, la régression ridge, logistique, les plus proches voisins, nearest neighbor, linear discriminant analysis. Donc c'est pas GDA, c'est QDA, c'est quadratic discriminant analysis, il y a une typo. CCA, PLS, donc en gros pour comprendre un peu ces acronymes, vous allez sur la doc de scikit-learn et normalement c'est écrit dans un langage qui est pas trop technique. Et puis en non supervisé, vous avez plein d'algos pour faire du clustering. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc, par exemple, l'algorithme de K-means ou K-moyenne qui est assez connu. Vous avez des choses qui sont moins connues mais extrêmement puissantes comme DBSCAN ou Birch. Des algos de factorisation de matrices ou de décomposition. Donc, c'est un module qui s'appelle décomposition qu'on appelle dans scikit-learn, qui contient l'analyse en composantes principales, l'analyse en composantes indépendantes, donc ICA, NMF qui veut dire Non-Negative Matrix Factorization. LDA, c'est quelque chose qui est très utilisé pour du texte et pour faire du topic modeling, donc trouver les topics que vous avez dans du texte. D'autres choses plus récentes qui s'appellent du dictionary learning. Et puis en termes de réduction de dimension, vous avez ici PCA, manifold learning, donc c'est plein de mots un peu compliqués. Vous prenez la doc, ou vous lisez un bouquin, ou vous faites un MOOC ou je ne sais quoi, pour comprendre tout ce qu'il y a dedans. En tout cas, d'un point de vue user, ben, il faut juste comprendre dans quel problème on est, et puis après on fait des feeds et des transforms. Et les fit et les predicts, et on regarde ce qui marche. En termes de licence, scikit-learn, c'est sous licence BSD, ça veut dire qu'on peut l'utiliser, je dirais, sans no strings attached, je dirais en anglais. On peut l'utiliser dans l'industrie sur un produit commercial sans avoir à rien nous donner à nous, chercheurs qui développons ça. Ce qui est une force parce que du coup ça nous donne pas mal de visibilité de user et nous légitime aussi pour trouver de l'argent pour financer l'écosystème. Et en termes de stack techno, c'est écrit en Python, on utilise NumPy qui est librairie d'algèbre linéaire pour manipuler les tableaux de données, SciPy qui vient de réaliser sa version 1.0 il y a quelques jours après 16 ans de travail, et Cython qui est finalement quelque chose qui permet de typer du code Python et qui génère du C ou du C++. Okay. Donc, on a quelques librairies C++ qui sont wrappées et qui sont bindées avec Cython, mais la plupart du code, je dirais, bas niveau, qui est utilisé dans scikit-learn, en fait, c'est du C ou du C++ qui est généré à part du code Cython, qui est en gros un Python un peu typé, même très typé. Ok, donc je vais vous faire une petite démo de tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour importer scikit-learn? Tout simplement, import sklearn. Donc, si là, je fais sklearn point, par exemple, je vois tout ce qu'il y a dedans. Okay, donc, j'ai plein de modules. J'ai un module de cluster, donc ça c'est pour faire du clustering. J'ai un module dataset. J'ai un module décomposition. Donc, décomposition, on va le voir, par exemple, dedans, vous avez PCA, ICA, NMF. Un module qui s'appelle ensemble, qui va contenir, par exemple, les random forest ou le gradient boosting.
Des modules d'extraction de features qui vont travailler pour, par exemple, vectoriser du texte, extraire des features à partir de texte ou un petit peu avec des images. Quelque chose qui va faire la sélection de variables, trouver les variables les plus prédictives, par exemple, ou les plus corrélées avec une certaine target. Et quelque chose qui est aussi très utile, c'est le modèle linéaire. Par exemple, Ridge, c'est un exemple classique qui est là-dedans. Logistic Regression est aussi un autre exemple. Manifold, Metrics. Donc les metrics, c'est les métriques d'évaluation qui vont servir à évaluer la performance de vos modèles. Modèle sélection, qui vous permet d'estimer, donc c'est des routines qui vous permettent d'estimer les hyperparamètres de vos modèles. Neighbors, tout ce qui est plus proche voisin. Pré-processing, voilà. Donc c'est vraiment à explorer, et puis vous êtes en Python, donc ça veut dire que si vous voulez regarder ce qu'il y a dedans, plutôt que d'aller vous balader sur Stack Overflow, vous importez votre module et vous utilisez votre touche tab et vous explorez ce qu'il y a dedans. Par exemple, si vous voulez regarder la doc de ElasticNet, vous faites ça, vous tapez sur Entrée, alors ça ne marche pas en mode browser, mais si vous tapez juste votre point d'interrogation, ça va vous afficher la doc de votre fonction. Vous avez un tout petit exemple de 5-10 lignes et c'est parti. Ok, donc on va jouer avec notre dataset de digits. Donc mes petits digits, ils sont shippés directement avec scikit-learn. Donc c'est un tout petit, c'est une version, je dirais, minifiée d'un dataset classique de machine learning. Donc si je veux faire de l'apprentissage supervisé, il va falloir que j'ai un X et un Y. Donc qu'est-ce que c'est mon X et mon Y dans le cadre de mes digits? Donc mes X, je les récupère avec l'attribut data de mon objet digit. Ici, et Y, c'est mes targets. Donc digits.data, ça me donne X, digit.target, ça me donne Y. Et après, je vous affiche la taille des objets que je manipule. Donc par exemple, si je fais un print de x.shape, je me rends compte que j'ai 1797 lignes et 64 colonnes dans mes datas. Donc ça veut dire que j'ai 1797 images dans ma base de données et j'ai 64 pixels. Y.shape, si le monde est bien fait, j'ai autant de lignes de X que de lignes de Y. Donc j'ai aussi 1797 labels. Donc j'ai quelqu'un qui a passé une partie de sa vie à apprendre ces petites images et à mettre un petit label dessus. Je fais exprès de dire ça parce qu'il y a plein de problèmes de data science ou de machine learning où il faut investir, où il faut être un peu créatif pour mettre ces labels, et c'est un peu le nerf de la guerre. Malheureusement pour les gens qui ont déjà des terras de données et qui se disent qu'est-ce que je peux bien faire pour ça. Ok, donc qu'est-ce qui se passe si je fais un np.unique? Donc np, c'est la petite acronyme, la petite abréviation de NumPy, qui est cette librairie de manipulation de tableaux. Donc je fais un np.unique de y, je me dis que dans y, j'ai des valeurs entre 0 et 9. Donc 0, ça va correspondre à des chiffres 0, etc. Et 9 jusqu'au chiffre 9. Okay, tout bêtement. Ok, donc je peux regarder un peu ces données. Donc là, je me fais un petit subplot, donc un subplot avec une ligne et 5 colonnes, une certaine fixed size. Et je vais prendre du coup les 5 premiers digits, donc les 5 premières lignes de X. Donc là, j'itère sur X, ça j'itère aussi sur les axes qui vont me permettre de plotter aussi chacune des images. I, c'est l'index, X, c'est la ligne correspondante, donc au début, X, ça va être la première ligne. C'est 64 valeurs. 64 valeurs, je ne peux pas les regarder comme ça, c'est une image, donc je vais les reshape en 8.8. Et après, je vais faire un imshow de mon image 8.8 et mettre un petit titre avec le label. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première ligne de X, c'est 64 valeurs, je l'ai mis en 8.8, ça me fait un 0, dont le label est 0. Après, c'est un 1, un 2, un 3 et un 4. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux apprendre un modèle qui, sachant mes 64 valeurs de pixels, me prédit quel est le chiffre correspondant. Donc, un des premiers réflexes que vous avez lorsque vous faites de l'apprentissage supervisé, c'est de couper votre base de données en une base de train et une base de test. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de splitter les données de train et les données de test? Parce que quand on va évaluer la performance de notre modèle, il faut l'évaluer sur des données qu'on n'a jamais vues, parce que c'est le scénario d'application. Ce qu'on veut faire, c'est que le truc marche demain ou sur des données qu'on n'a jamais vues. Et donc, si vous n'évaluez pas la performance sur des données que vous n'avez jamais vues, vous ne pourrez jamais savoir si votre modèle il marche bien dans le futur. Okay? Donc, je prends ma base de données, je la coupe avec un certain pourcentage. Donc, en gros, je prends 20%, donc c'est 0.2, je prends 20% de mes chiffres dans la base de test. Et le reste, c'est ma base de train. Donc j'ai un X-train, un X-test, un Y-train, un Y-test.
Donc je coupe ça avec une random set de 42. Alors rassure, si vous mettez autre chose que 42, ça marche aussi, mais 42 c'est mieux. Donc j'ai mon petit modèle, mon petit classifieur. Donc c'est un SVC avec un kernel RBF et un C égale 1 et plein d'autres hyperparamètres que je ne vous ai pas explicités. Et donc j'apprends, donc je prends classifier.fit et classifier.predict, ça me permet de prédire mon YPred. Donc YPred, c'est un truc qui a la même taille que YTest, sauf que c'est pas le YTest tel quel, c'est quelque chose qui, si possible, ressemble le mieux possible pour que ça se passe le mieux possible. Donc par exemple, si je regarde par exemple les 4 premières valeurs, mon Y-test, il me disait que les 4 premières images de test, c'était un 6, un 9, un 3 et un 7. Là, j'ai prédit avec mon modèle SVC RBF C égale 1, j'ai prédit 6, 3, 7. Donc en gros, le premier chiffre, je ne me suis pas planté, après je me suis planté, après c'est bon, et après c'est bon. Donc grosso modo, sur ces 4 chiffres, j'ai fait juste à 75%. Alors pour vous convaincre que c'était aussi vachement dur, et donc c'est normal qu'ils se soient un peu plantés, je vous montre les 4 chiffres. Donc les prédictions c'était 6, 3, 3, donc là c'était bien un 6, il ne s'est pas planté. En fait il s'est planté sur celui-là, parce qu'effectivement ça ressemble quand même un peu à un 3, quoi. Non? Ok. Voilà. Donc, comment est-ce qu'après on améliorerait notre modèle? On changerait les paramètres, on prendrait un autre classifieur, on trouverait une façon un peu intelligente de résoudre ce problème-là. Ça peut passer par accumuler plus de données, prendre des images de meilleure résolution. Ça, c'est à vous de trouver la bonne approche si la performance telle qu'elle n'est pas acceptable d'un point de vue usabilité. Réduction de dimension. La réduction de dimension, c'est quelque chose de ultra classique. C'est quelque chose qui est un peu vieux comme le monde. Un truc que vous avez peut-être vu un jour dans votre vie, ça s'appelle l'analyse en composantes principales. C'est un exemple canonique pour faire ça. On prend finalement mes images, elles sont en dimension 64. Donc je vous montre une image, vous savez la regarder. Par contre, si je vous donne toutes les images, donc j'ai 1700 images, finalement la base de données, c'est pas évident de comprendre quelle est sa structure, parce que déjà quand on visualise en dimension 2, on y arrive, 3, 4, ça commence à vraiment être chaud. 64, c'est vraiment dur, quoi. Okay, donc vous ne pouvez pas visualiser vos données en dimension 64. Un truc qui est assez utile, c'est d'essayer de projeter les données dans une dimension où vos yeux sont encore compétents et comprendre un peu quelle est la structure. Donc l'analyse composante principale, c'est une technique. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours de stats ou un cours d'algèbre linéaire pour vous montrer ce que c'est que la PCA. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ça permet de projeter sur des axes. Donc c'est une projection linéaire, c'est une transformation qui est linéaire. Donc j'ai mes données en dimension 64. Là, j'ai projeté en dimension 2, donc ça c'est l'axe des abscisses et des ordonnées en dimension 2. Ça c'est le premier axe de PCA, ça c'est le deuxième axe de PCA. Donc ça veut dire que j'ai projeté mes données de dimension 64 selon une première direction, qui est celle-là, et une deuxième direction. Et en gros, mes données, ça a fait ce truc qui ressemble un peu à la carte de la France pour le haut, et après, je ne sais pas. La couleur ici, c'est un digit. Donc, par exemple, les 3, ils sont en vert, les 0, ils sont en rouge, les 6, ils sont en jaune. Donc, on voit qu'il y a une certaine forme de séparation entre nos classes, mais en gros, il y a quand même pas mal de choses qui se marchent dessus, surtout au milieu. Donc, il existe d'autres façons de faire de la réduction de dimension. Vous n'êtes pas obligé de faire de la PCA sur toutes les données. Il y a un truc qui est une méthode un peu plus récente qui s'appelle TSNE, ou TSNE pour les initiés. Qui marche, finalement c'est la même API, je n'ai pas commenté là-dessus. Là j'ai instancié mon modèle, je lui ai dit je veux 2 axes, donc 2 composantes, et après je vais lui faire fit transform. Donc là plutôt que d'écrire fit.transform, j'ai fait fit_transform, c'est juste un petit raccourci qui évite de calculer certaines choses 2 fois. Et XPCA, c'est mes données qui sont typiquement en gros le même nombre d'images, virgule 2, il y a 2 colonnes qui sont l'axe des X et l'axe des Y. Donc je peux faire pareil avec TSNE. En gros, j'ai juste changé le modèle. Après, le fit transform ne change pas. Je peux vous mettre un petit peu plus grand. Donc le fit transform ne change pas. Donc en gros, j'ai changé 2 lignes. J'ai changé l'import, j'ai changé l'instanciation du modèle. Et après, l'API, c'est la même. Okay, et donc là, c'est magique parce que TSNE, alors qu'on ne lui a jamais dit, on ne lui a jamais donné les labels, je lui ai juste donné X. Et il s'est quand même débrouillé pour que les rouges soient à un endroit de l'espace, les jaunes soient à un autre endroit. Et donc il a compris que finalement il y avait des patates de données en dimension 64. Il a réussi à les projeter en dimension 2 avec une certaine forme de distance. Et ça, il a réussi à le faire tout seul. Donc la réduction de dimension, ça permet par exemple de comprendre la structure des données. Et donc là, c'est un assez bel exemple où ça marche bien.
quelque chose qui est de plus en plus utilisé pour les gens justement qui ont plein de données et qui disent bon, qu'est-ce que je peux faire de mon ordre de data que j'ai collecté sur mon serveur de stockage pendant toutes ces années et qui m'ont coûté très cher. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs un peu bizarres, des trucs un peu intéressants. Et donc les gens, ils appellent ça de la novelty detection ou anomaly detection ou outlier detection. C'est trouver les trucs qui sont un peu rares dans la base, des trucs qui sont différents. Donc ça, c'est un exemple que j'aime bien. Je prends dans ma base, je vais extraire tous les 5. Donc en gros, ça c'est une opération de NumPy. Donc pour les gens qui viennent du C ou du Java, qui ont tendance à me sélectionner toutes les 5 avec une boucle for. En NumPy, on ne fait pas ça. On va écrire X de crochet, donc crochet carré, c'est l'accesseur. Mais je lui dis Y égale 5, ça c'est un tableau de booléen qui va valoir true lorsque Y vaut 5 et sinon ça vaut false. Et quand j'écris ça, ça m'extrait de ma base de données tous les X, donc toutes les images qui sont de Y, telles que Y égale 5. Donc là, je vais récupérer du coup un peu ma base de données divisée par 10, donc à peu près 170 images. Et ces 170 images, je peux en regarder le début. Donc là, c'est les 5 premiers 5 de ma base de données. Okay. Je vais utiliser un modèle qui a été introduit dans la version 0.18 de Scikit-learn qui s'appelle Isolation Forest. Donc c'est un truc qui est basé sur des forêts. Donc les forêts, c'est plein de petits arbres de décision. Et les isolation forest, ça essaie d'isoler les points, et les points qui sont un peu loin de la masse, ils sont isolés et ils vont être récupérés par cet algo un peu magique. Donc là, je vais dire à isolation forest, j'ai 5% d'anomalies, donc ça, mon dataset est contaminé avec 5% de points qui sont des vilains petits canards. Donc j'instancie mon modèle et puis je vais le fitter. Et une fois que je l'ai fité, je peux lui dire sur mes X de type 5, score-moi les anomalies. Donc en gros, c'est un peu plus puissant que de dire ça c'est une anomalie, ça l'est pas. Il peut me dire pour chaque image à quel point est-ce que c'est anormal. Typiquement, un point qui est anormal, c'est un point qui est dans un endroit de l'espace, donc en dimension 64, qui est un point qui est un peu loin de tous les autres. Donc ce que vous avez sur le graphe qui est en bas, c'est l'histogramme des scores d'anomalies. Donc vous avez une masse qui est là, et en fait les scores d'anomalies qui sont petits sont les images qui sont pas normales. Okay, donc plus ce score il est petit, plus vous êtes une anomalie. Donc si vous faites ça dans la vraie vie, en général, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir votre expert et vous lui montrez les données, vous lui dites est-ce que c'est une anomalie, oui ou non. Alors l'expert il se gratte la tête, il dit ah ouais, peut-être, parce que... Donc il y a une étape d'analyse a posteriori. Ce qui est assez sympa sur des digits, c'est que normalement, depuis que vous êtes allé en CP, vous savez écrire, et donc vous avez vu qu'un 5, il a à peu près une tête comme ça, et sinon, s'il est un peu tordu, c'est pas bien. Donc vous êtes tous des experts de la détection de 5 bizarres, et donc si je vous montre des 5 normaux, vous me dites, ça c'est des 5 qui sont bien, okay, ils sont tous à peu près pareils. Ça, c'est les 5 qui sont les plus normaux. Okay. Donc là, j'ai juste pris mes 5, je les ai triés en fonction du score d'anomalie, et j'ai pris ceux qui avaient un score d'anomalie le plus haut, donc les plus normaux. Et effectivement, ces 10 petits chiffres, ils ressemblent tous à des 5 qui ne sont pas trop moches. Et si je fais pareil maintenant en prenant les 5 qui ont un score d'anomalité qui est très petit, je tombe sur des 5 qui sont vraiment moches. Et même des 5, on dirait des 4. Okay, voilà. Donc c'est un petit exemple de détection d'anomalies où vous voyez que en cherchant les choses qui sont isolées, qui sont rares, on est capable de voir des choses et de comprendre des choses dans les données, même si on n'a pas de Y. Donc je termine, il me reste 5 minutes pour vous parler un peu de clustering. Donc le clustering en français, c'est ce qu'on appelle la classification non supervisée. Et le but du jeu, c'est donne-moi ta table SQL et trouve-moi tous les lignes qui sont à peu près similaires. Donc en gros, fais-moi des paquets d'échantillons, des paquets de samples qui sont proches, et mets-moi ça dans des groupes qui sont, si possible, les plus distincts les uns des autres. Donc en gros, mets-moi dans le même sac les trucs qui se ressemblent et fais des sacs qui sont les plus différents possibles. Comment est-ce qu'on... Je vais vous illustrer ça. Je vais prendre une image. Donc une image, on va voir, c'est une très belle photo d'un palais d'été en Chine. Donc je vais loader cette petite image. Okay. Donc il y a la 427 lignes, 640 colonnes, et c'est une image qui est en couleur RGB. Donc il y a 3 colonnes, une profondeur de 3.
Et donc, voyons voir si j'affiche cette image. Je fais juste un ImShow. Donc, en fait, finalement, je vois cette image comme une base de données. Et c'est une base de données au sens où chaque observation, c'est un pixel qui est décrit sur 3 couleurs RGB. Et finalement, le fait de faire du clustering sur cette base de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire, trouve-moi les pixels qui sont les plus proches et essaye de me faire des paquets de pixels qui sont loin. Donc, en gros, dit autrement, c'est essaye de me trouver des bouts de cette image qui correspondent à des couleurs qui sont les mêmes et des autres bouts qui sont des couleurs qui sont les plus différentes possibles. Donc, pour ça, je vais utiliser un algo assez classique qu'on appelle K-means. Mais K-means, c'est un algo de machine learning, c'est-à-dire que le seul truc qu'il prend, c'est des X qui sont des échantillons sur la ligne et des colonnes qui sont des features. Okay, alors que moi, j'ai une image qui est un truc de taille de dimension 3. Pour faire du machine learning, il faut n samples et n features. Donc, il faut que je fasse, c'est que mon image la reshape. Donc, mon image a une certaine largeur, hauteur et une profondeur, donc le nombre de couleurs. Et là, je vais la reshaper en nombre de pixels, donc ligne fois colonne, virgule 3, qui est les couleurs RGB. Et donc là, j'ai une base de données, un dataset, qui contient du coup 273 280 pixels, donc échantillons, en dimension 3, parce que la première colonne c'est rouge, la deuxième colonne c'est vert, et la troisième colonne c'est bleu. Donc maintenant ça c'est mon X, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon algo K-means, okay, je vais lui dire, moi je veux 12 patates, je vais faire 12 clusters, 12 groupes. C'est un algo qui a une notion de randomisation à l'intérieur, donc je fixe le random state pour juste avoir un résultat qui est reproductible. Et puis, je vais lui faire fitter. Et en fait, la prédiction du K-means, dans ce cas-là, ça va me prédire les labels que je vais récupérer ici. Donc maintenant, j'ai un label par pixel. Et qu'est-ce que me montre ce truc-là? C'est que ces labels, maintenant, j'en ai 273 280, je peux en refaire une image parce que j'ai un label par pixel. Et donc, ce que je vous affiche ici, par exemple, vous avez tout ce bout de ciel, c'est un cluster. Celui-là, c'est un autre cluster. Ça, c'en est un autre. Et puis après, vous avez des choses qui sont un peu déstructurées ici. Okay. Donc, ce n'est pas l'application canonique du clustering, c'est juste quelque chose de très visuel qui vous permet de comprendre un peu le concept. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que je suis à 14 heures en bas pour une petite demi-heure. Si vous avez des questions de machine learning vous pouvez poser des questions sur qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pensez, ou est-ce que tu penses que c'est faisable de faire ça avec telle donnée, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà, merci de votre attention.